Bon, eh bien, devant cette foule impatiente, non, effectivement, ici, nous sommes pas très nombreux. Je crois que cette année, le festival est caractérisé par un bide. Et par contre, j'espère que vous êtes nombreux à nous regarder par voie de vidéo, et puisque c'est enregistré, c'est disponible sur le site. Et donc, nous allons faire comme s'il y avait beaucoup de monde dans cet amphithéâtre. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Barbara Domenech, qui est professeure émérite de physiologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et qui a une carrière qui l'a emmenée en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, oui, j'ai bien noté la France, en Canada, en Allemagne, et qui s'occupe beaucoup des perturbateurs endocriniens, et qui est notamment célèbre pour avoir fait des expériences qui ont été récompensées sur le tétard. Et vous verrez tout à l'heure l'influence des tétards avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, et qui a eu la médaille de l'innovation du CNRS en 2014, et qui est membre de l'Académie des technologies en France. Voilà. Donc elle est active par ses livres, par ses enseignements, par la communication de ses résultats, et aussi elle s'implique beaucoup pour former les élus et les élèves et les élus aussi, pour prendre des décisions concernant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire son dernier livre qu'elle a publié chez Odile Jacob, et qui s'appelle « Comment les énergies fossiles détruisent notre santé, le climat et la biodiversité ». Alors je dois dire que j'étais un petit peu déçu par le titre, parce que en fait, en lisant le livre, il est beaucoup plus ample que le titre un peu racoleur ne l'évoque. Et vraiment, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas l'éloge facile, mais ici, c'est un livre qui, tant par la forme que par le contenu, mérite vraiment attention. La forme d'abord. Alors, Barbara Domenech nous donne un livre dans lequel vous avez une table de matière, vous avez des chapitres, bien avec une introduction sur ce que va apporter le chapitre, avec ensuite ce qu'il faut retenir du chapitre. Il y a des encarts qui n'empêchent pas la lecture, comme dans certains magazines, et qui sont là pour détailler. Il y a un glossaire avec des astérix bien placés pour nous renvoyer à ce glossaire quand des termes techniques ont été utilisés. Il y a un index, donc au point de vue de la forme, il est vraiment impeccable, et je vous en remercie. D'autre part, sur le contenu, alors le contenu, moi, il m'a appris beaucoup, mais je ne vais pas me substituer, je ne suis pas endocrinologue, et donc à Barbara Domenech, et je vais lui laisser la parole pour la reprendre après, pour la taquiner et pour vous permettre de poser vos questions. Je vous remercie et à très bientôt. Okay. Bonjour et merci pour l'invitation au Salon du Livre. Je dois dire que j'ai écrit ce livre parce que je voulais déterminer comment la contribution à notre santé, la biodiversité et la pollution chimique est affectée par notre mode de vie et comment notre dépendance sur les énergies fossiles devrait être aussitôt remplacée par le soleil, le vent et les marées, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Comme je dis dans le préface, l'Irak, aujourd'hui, comme beaucoup de pays, est proie
à des températures de plus que 50 degrés. Impossible à vivre. Mais ils ont peut-être un peu le climat, mais ça pose autrefois. Au néolithique, c'était considéré comme formant le croissant fertile. Aujourd'hui, c'est la désertification galopante. Mais c'était un des sites de prospection du pétrole. Et avec la révolution industrielle et la découverte du charbon en Grande-Bretagne, d'où je viens, au milieu du 19e siècle, a permis à des hommes de ne jamais faire ce qu'ils avaient fait auparavant, c'est-à-dire de changer le milieu eux-mêmes. On a identifié 9 processus planétaires critiqués par Johan Roström. C'est les changements d'utilisation des terres, d'eau douce, les aérosols dans les atmosphères, le recul de la biodiversité, la pollution chimique et, enfin, le dernier, c'est le changement climatique. Parmi ces limites, 3 avaient été franchies en 2009. Aujourd'hui, le CO2, carbon dioxide, est au-dessus c'est à 4,17,2, tandis qu'avant l'industrialisation, soit avant l'industrialisation, c'était 200. Et soit une progression de 99%, presque 50% par an. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que la barre des 400 ppm, le seuil critique de 400 ppm, avait été franchi en 2015. En plus, il y a plus de 100 espèces qui disparaissent par an, tandis qu'autrefois, c'était le dernier siècle, c'était, au 19e siècle, 20e siècle, c'était un par an. Le cycle d'azote augmenté par l'utilisation des engrais. J'ai dédié une section aux engrais, comment ils ont contribué non seulement à nourrir le monde, mais faire des explosifs. Exemple, en Ukraine aujourd'hui, je ne sais pas combien d'explosifs ont été utilisés. Quelqu'un a essayé de faire le calcul, mais il n'est pas arrivé. Le fait que Haber et Bosch voulaient contribuer à la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, par sa découverte, comment fixer l'ammoniac, et ils ont parlé dans le discours pour le Nobel, ils ont parlé que du fait que ceci pourrait aider à nourrir le monde, et pas du fait que ça pouvait contribuer à utiliser comme explosif. On note que Alfred Nobel avait permis le financement de son prix Nobel par l'argent nécessaire qui avait reçu des brevets de la découverte de gelignite et de dynamite. Une autre conséquence que j'écris dans
comme je décris dans les nombreux concepts, notamment le Club de Rome en 1972. Il était inspiré de Rachel Carson en déjà 1962. Vous connaissez sans doute le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux, oui, oui. Et ceci a permis la fondation de l'Agence pour l'environnement aux États-Unis, l'EPA. Et on a critiqué le Club de Rome, mais son rapport a été publié, republié 5 fois dans la même année et plusieurs fois depuis. Et pourtant, il y a du vrai. Aujourd'hui, on fait le queue devant les stations d'essence et on est encouragé à réduire notre utilisation d'énergie, d'électricité et de gaz. On aussi, je parle du concept de la santé unique, One Health. C'est avancé par plusieurs organisations dont le Food and Agriculture Organization, le FAO, l'Organisation nationale, les organisations des Nations Unies pour l'alimentation et la préservation et l'agriculture. Il suggère que les nuisances sont apparus avec la déforestation. L'environnement faciliterait l'apparition des zoonoses, telles le Covid et le variole du singe. Bill Gates avait évalué en 2015 que ça risquait de perdre 3 milliards de dollars globalement. Mais actuellement, le coût du Covid s'élève à 18 trillions de dollars selon l'IMF. Il y a eu une baisse légèrement du pétrole, mais c'est reparti plus belle. OK, on a besoin de fabriquer des masques, etc., et des plastiques pour fabriquer les masques, mais d'autres produits de protection. Le méthane a aussi un effet de réchauffement, plus que 28 fois la capacité du réchauffement du CO2. Alors là, on peut devenir végétarienne, je le suis, mais je ne mange jamais de porc ou de bœuf, etc. Ou rarement. Et des œufs, c'est difficile de passer des œufs, mais on peut le faire. On peut devenir vegan. Mais l'iode, qui est essentiel au développement du cerveau, est essentiel pour le développement du cerveau. Et par exemple, l'iode est capté par la thyroïde et transformé en hormone thyroïdienne. Et ça affecte aussi le métabolisme. Mais l'iode manque chez les végans, c'est déjà démontré. Mais par contre, les noix et des autres légumes ne contribuent peu au réchauffement climatique. En plus, le cheptel aux USA a augmenté 5 fois plus vite que la population humaine. Même si en Inde,
40% de la population sont végétariennes, mais en Chine, c'est certainement pas le cas. En plus, il y a un problème du gaspillage, surtout aux États-Unis. 48% des aliments ne sont pas consommés aux États-Unis, ce qui fait que 30% des terres pourraient être retournées en friche ou mieux utilisées, ainsi que de l'eau. Plastique. J'ai un autre chapitre sur les plastiques. Actuellement, c'est assez pour couvrir l'Argentine, 3 millions de mètres carrés, recouvert d'une couche d'une dizaine de plastiques. Et parlons pas de la flotte qui est accumulée dans l'océan Pacifique. Ce septième courant continent accumule des plastiques et détruisent la biodiversité et contribuent à la perturbation endocrinienne par les composants qui contiennent, tels les bisphénol A, les phthalates et le polyéthylène terephthalate, ainsi que les retardateurs de flamme qui sont connus, qui sont y contenus. Des efforts sont faits par des opérations comme Sea Cleaners, parmi d'autres. On a estimé que 10 principales peuvent être responsables des sources de plastique, par exemple l'Indus, l'Annecy et le Fleuve Jaune. Empêcher, et c'est ce qu'ils font, empêcher 90% des plastiques et des déchets d'étendre l'océan est primordial. Actuellement, il y a 4 millions de tonnes, y compris les microplastiques et les nanoplastiques, qui y font contribuer. Il y a aussi une forte hausse des maladies non communicatives ou non transmissibles, ce qui peut aggraver le cas de Covid si on l'attrape. Surtout si on est obèse ou diabétique de type 1 ou 2, qu'on parle de mal au monde, aux États-Unis, Mexique et Espagne. Et ça commence à s'aggraver en Chine parmi les personnes les plus affluentes. 39%, 40% des obèses sont des adultes sont des obèses et qui peuvent je lis. Oui, et le fait que les personnes obèses peuvent devenir diabétiques, et c'est souvent le cas, d'où le fait les syndémies ou les multiples pandémies soulignent la condition entre la relation sociale, la condition sociale et la pauvreté. Je crois que c'est vraiment insistant parce que les gens assez fournis, ils peuvent se payer des repas biologiques, mais pas tout le monde. Et je crois que c'est vraiment important d'insister sur l'injustice sociale. Une autre chose, c'est pas dans notre ADN. Il y a interaction entre les gènes et l'environnement, et différents facteurs affectent l'intérieur et l'extérieur de nos cellules. Ce n'est pas du tout programmé. Nous sommes constamment modulés par des différents facteurs qui modifient notre organisme. Et je réitère, ce n'est pas dans notre ADN. L'environnement
dans lequel un enfant né est déterminant et la pollution prénatale est devenue plus contaminée à des taux dangereux. On parle de la théorie d'origine du développement de la santé. On a estimé qu'aujourd'hui, un enfant qui naît est aujourd'hui précontaminé par au moins une centaine de molécules et un enfant sur 6 a des problèmes neurodéveloppementaux. Et après, l'utilisation par les enfants, les écrans par les enfants ou les parents compliquent l'affaire. Par exemple, la dyslexie, le trouble d'attention et hyperactivité et autisme affectent un enfant sur 44 et un garçon sur 27. Quasiment près de 44% des enfants. Nous avons montré dans un récent article dans Science qu'il y a du retard de langage à l'exposition prénatale était un des facteurs contribuant à la pollution générale. L'exposition prénatale perd 2 points de QI, ce qui contribuait à peut-être les 14 points de QI qui a été montrés depuis le 19e siècle et aujourd'hui. Vous pouvez me poser des questions sur ça. C'est Francis Galton qui a démontré ça dans les années 19e siècle. Je parle aussi de la génération argentée, comme moi. Mais il faut manger raisonnablement et dormir, prendre de l'exercice, de préférence dans les forêts ou en bord de mer, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 ou 3 gènes qui ont été identifiés pour contribuer à la vieillissement, mais rien n'a été démontré. Alors, que sont les solutions? Elinor Ostrom, prix Nobel de l'économie en 2009, met l'accent sur la coopération, la communication et l'apprentissage. Il paraît que c'est possible qu'on a survécu aux premières ères glaciaires il y a 15 000 ans par la capacité de coopération. Enfin, je cite Rutger Bregman dans une histoire optimiste. Il préconise l'agriculture moins intensive, la permaculture, plutôt que utiliser les pesticides et chimiques, les engrais chimiques. Il faut dire qu'on a un exemple, la deuxième ère glaciaire au XIVe siècle, suite à la découverte du Nord et Amérique du Sud, a pris, parce qu'il y avait une extinction des populations, la nature a pris les relèves des terres non cultivées auparavant, les forêts sont réapparues et donc la biodiversité est essentielle pour contribuer à notre bien-être. Entre d'autres choses, les fibres naturelles comme le coton et la laine ou le bambou, les fabrications des tissus représentent
60% des molécules synthétiques dérivées du pétrole. Bon, je me suis rendu compte que autrefois je portais un truc en polyester et je l'ai vite jeté. Mais on achète plus de 60% des vêtements qu'il y a 15 ans. Et on doit faire l'équivalent du GIEC, l'équivalent du groupement d'experts pour l'évolution du climat, en matière de pollution chimique. Et actuellement, ceci coûte $5 en 2017. Il y a aussi la responsabilité des médias, des informations fausses. Et bon, c'est un exemple, c'est Bill Gates et ses confrères qui interdisaient le téléphone portable et les écrans à les enfants. Il y a une autre possibilité. Évidemment, l'éducation des femmes, la dividende citoyenne, plutôt que une génération, récompenser l'inégalité par la distribution. Je note que le principe de la précaution n'est pas le contraire de l'innovation. Et par exemple, les énergies renouvelables, Isabelle Delaunay cite l'agriculture régénératrice comme la permaculture et le conservation des terres. Et les données de INRA montrent que les séquestrations de carbone par le sol, 40 cm de sol, peut capter plus de CO2 que le monde produit actuellement. Il y a tant de solutions à mettre en place. Seule la coopération internationale peut nous sauver. Je pense que c'est notre système démocratique qui risque d'être mis en cause. La baisse d'intelligence et la capacité de maîtriser nos émotions réduisent, par exemple, la réduction de durée d'attention. C'est nécessaire pour achever une contribution à faire une attention aux nouvelles, etc. L'économie et l'écologie ne sont pas diamétralement opposés. Et l'enfance, je réitère que le principe de l'innovation n'est pas le contraire du principe de précaution. Et ça permet de créer le futur et bâtir le futur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est pas bien dit parce que... Merci beaucoup, Barbara Domenech. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cet excellent livre, qui est très, très démonstratif
montre des exemples que vous pouvez peut-être détailler. C'est-à-dire, par exemple, moi j'étais totalement sidéré. Vous êtes spécialiste d'endocrinologie et vous montrez que les perturbateurs endocriniens qui viennent finalement des pollutions avec lesquelles nous sommes confrontés, perturbe le développement de l'embryon dès la période avant laquelle la femme, qui n'a pas encore ses premières règles, soit consciente d'être enceinte. Et est-ce que vous pouvez un peu détailler justement ça? Et c'est là où on va retrouver peut-être le tétard qui est l'objet de vos études initialement. Parce que effectivement, il y a des perturbateurs endocriniens qui jouent sur l'embryon dès avant le premier mois de grossesse. Oui. Effectivement, on a démontré dans l'étude de Science qui vient de sortir que en 2000, c'était 2020, que la présence des perturbateurs endocriniens affecte la croissance du cerveau. On a démontré ça aussi sur nos xénopes, parce qu'il y avait 4 points clés. Les xénopes, les souris et les êtres humains dont les fœtus avortés et par la technique de IPS induit IPS, oui, vous ne connaissez pas ça. Mais c'est une méthode qui on peut utiliser pour former affecter la prolifération des cellules. Et donc, les méthodes sur l'embryon d'être humain ont montré, avec les xénopes et le zebrafish, etc., ont montré que le cerveau était capable de rendre compte de l'environnement et donc produire 2 points de QI en moins, et c'était présent dans plusieurs femmes dans le cohorte. C'était une cohorte Selma qui utilisait pour cette étude. C'était une cohorte suédois, mais c'est général. Nous avons constaté que ça pouvait être global parce que ça affecte plusieurs personnes. Oui. Oui. Donc, d'une part, il y a l'étude du développement du cerveau, de la bioline et tout ça dans le cerveau, et d'autre part, les études statistiques qui montrent, quel que soit ce que l'on pense du QI et de sa signification. Là, ici, ce sont des mesures relatives qui a diminution du QI du monde entier, dans le monde entier, en raison de la pollution. Oui, exactement. Est-ce que vous voulez d'autres exemples? Non. Non. Alors, ce qui m'a intéressé, parce que votre étude est vraiment très très intéressante et les chapitres bien déterminés, c'est finalement l'étude a posteriori d'une famine
qui a été causée oui. par la guerre en 40-45 en Hollande, une famine en 1944-1945, lors de l'avancée des troupes alliées de la contre-offensive allemande dans ces terres qui étaient annexées par le Reich, sur les femmes enceintes et qui ont montré des conséquences par non-alimentation, par déficit, ce qui se trouve actuellement pour tout le monde, sur cette génération et sur les survivantes. Oui, c'est une étude qui a été faite, mais qui a été publiée plusieurs années plus tard, parce que c'était sur des études en 40, 45. 44-45. Ouais. Et ils ont montré que, effectivement, ça affecte le développement non seulement du cerveau, mais ça affecte la croissance et ils avaient regardé, heureusement, ils avaient les statistiques de la conscription en, je ne sais pas quelle année c'était, en plus de 20 ans plus tard, et ils ont remarqué que l'étude a montré l'origine du développement des maladies adultes par cette expérience qui n'aurait pas dû être une expérience, mais qui s'est avérée vérifiable par le fait que les enfants étaient mal nourris in utero et ça affectait plusieurs générations. On a démontré, Anne-Simone Parent a démontré sur les souris que ça peut affecter 3 générations de souris. Mais c'est aussi démontré chez l'être humain. Plusieurs générations d'êtres humains sont affectées par ce que les gens ont mangé auparavant. Et oui, c'est assez inquiétant. Tout à fait. Alors vous montrez à la fois ce qu'il faut ingérer, l'iode en particulier, et ce qu'il faut éviter. Et dans ce qu'il faut éviter, il y a évidemment tous ces composés de dérivés du plastique, du dérivé des énergies fossiles, qui non seulement affectent le climat, le réchauffement climatique, mais aussi qui introduisent dans l'atmosphère que nous respirons des perturbateurs endocriniens qui ne s'éliminent pas très facilement. Oui, effectivement, par l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, l'eau, j'ai dit l'eau. Oui. Non, vous ne l'avez pas parlé, justement. Oui, et oui, l'eau, la nourriture et respiration. Et la respiration. Les BPA, le bisphénol A, il est impossible de faire une concentration minime de BPA parce que c'est dans l'atmosphère. Et comme plusieurs études ont essayé de démontrer ça, et ils n'arrivent pas à faire un zéro de BPA, de bisphénol A. Alors, ce que vous montrez bien aussi, c'est qu'il n'y a pas que le changement climatique, il y a effectivement la pollution chimique dont on vient de parler, il y a la perte de la biodiversité, et enfin, il y a les pandémies. Nous en sortis d'une, mais c'est quelque chose qui est dû à la mondialisation. Oui, et effectivement, la mondialisation
est présente et la globalisation doit être indiquée comme mauvaise parce que il y a personne, il y a beaucoup de monde qui croit dans la globalisation et ça augmente la circulation, la pollution, l'absence de la biodiversité. Oui, mais aussi le trade, la circulation, oui, la circulation, mais aussi Fine? The trade. Sorry? Oui, trade. Qu'est-ce que vous avez dit? Le commerce, oui, pardon. Oui, le commerce, oui. Et oui, effectivement, on ne peut pas nier que le commerce a donné beaucoup, mais il y a d'autres alternatives. Par exemple, le PIB devrait être remplacé par le human nature, le bonheur. Et ça, c'est plus difficile à établir que c'est notre bonheur qui devrait passer au lieu du produit industriel brut. Et c'est pas encore fait. Oui, tout à fait. Donc le problème, et vous le montrez bien dans votre livre, est un problème de mondialisation. Et on parle de CO2, de la présence de CO2 dans l'atmosphère. Vous y avez fait brièvement allusion tout à l'heure en disant que vous étiez végétarienne. Et le méthane, c'est aussi la prospection pétrolière et la prospection pétrolière avec des puits qui ne sont pas étanches et qui libèrent du méthane avec des systèmes de distribution dont on s'aperçoit avec les 4 attentats qu'il y a eu en Baltique il y a quelques jours, qu'il n'y a même pas de clapet et de valves qui soient installées sur les réseaux de distribution de gaz et donc des fuites de méthane absolument considérables. Et le quart du méthane qui est extrait passe dans l'atmosphère. Le quart. Et donc par l'industrie pétrolière qui ne prend pas les précautions élémentaires pour la production et pour la distribution. Et il y a évidemment l'effet des lobbies, on peut en parler, et vous citez dans votre livre l'exemple de Coca-Cola. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'exemple de Coca-Cola? Oui, le Coca-Cola est coupable pour ne pas recycler ses bouteilles qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, tout simplement qu'on ne parle pas du contenu des bouteilles de Coca-Cola, qui serait interrogé, mais du contenant. Et le contenant, c'est du plastique. Et Coca-Cola fait une entreprise de communication sur le recyclage du plastique, sur l'introduction de bouteilles de verre et à saboter en arrière toutes les mesures internationales qui visaient à empêcher la prolifération des plastiques comme contenants ménagers. Mais oui, exactement comme le Tupperware. Oui, j'ai un chapitre sur les plastiques qui parle, oui, dans les années 60, il y avait le film Le Graduate en français, je ne sais pas, celui qui a réussi son examen, et on parle effectivement de plastique comme la solution à présenter
à faire une carrière. Mais c'est pas exactement une carrière. Moi j'avais été alerté par l'exemple des cigarettiers qui, dès 1940, des fabricants de cigarettes, qui, dès 1945, disaient qu'il n'y avait pas de sont problème. alertés par les problèmes de nicotine et qui décident de ne pas communiquer sur la nicotine, mais de commander aux scientifiques des études complémentaires sur la nicotine et sur des dérivés qui se trouvent aussi dans les cigarettes et qui sont beaucoup moins polluants. Donc on fait un effet de brouillage en contestant d'une part la nicotine et d'autre part en trouvant d'autres sujets d'études beaucoup moins intéressants mais qui occupent les médias. Et donc ça, évidemment, Coca-Cola le fait également. Et c'est le danger de la loi d'orientation recherche qui nous court depuis Madame Pécresse, Madame Fioraso, Madame Vidal, et puis la nouvelle, je ne l'ai pas interviewée, mais qui est de lier la recherche scientifique aux intérêts financiers. C'est-à-dire que pour avoir du fric dans les laboratoires, maintenant, il faut se lier avec le privé. Mais on devient à la fois, on est suspect de conflit d'intérêts, bien évidemment, puisqu'on est financé par des intérêts privés et on ne peut plus être expert indépendant. Et là, c'est une tendance mondiale qui existe également. Comment en sortir? C'est un problème extrêmement important qui nous intéresse dans l'université. Mais il y a aussi un exemple des sucreries. L'Association des dentistes aux États-Unis ont prédit qu'il n'y avait pas d'effet du fluorure sur les dents. Et c'est encore une escroquerie parce que le fluor diminue de 10% l'intelligence, le QI. Tout à fait. Et ça, ce sont aussi des choses que vous évoquez très bien dans votre livre et je vous en remercie. Peut-être vous avez des questions à poser. Alors, comme c'est enregistré et comme il y aura, j'espère, beaucoup plus de spectateurs par voie d'écran, ce que vous parlez aussi les méfaits des écrans que dans cette salle, vous attendez d'avoir le micro pour poser vos questions, s'il vous plaît. Des questions ? Oui, en fait, je voudrais revenir sur cette notion de chute du QI dont vous avez parlé. En fait, vous dites qu'on perd 2 points de QI par an ou par décennie, je ne sais pas, mais enfin, ça n'est pas important. Oui, mais 14 points de QI depuis... 14 points de QI depuis le 19e siècle. Alors, ça peut paraître tout à fait anodin, alors que sur un QI de 100 ou 110, évidemment, si on perd 2-3 unités, ça n'est pas très grave. Mais je crois que vous avez développé dans un livre précédent, de façon très élégante, le fait que ces 2 points de QI, en fait, ça nous fait X% de personnes en plus qui sont des handicapés au niveau cognitif. Et c'est peut-être intéressant d'expliquer ça plus en détail, peut-être. Oui, j'ai expliqué en cocktail toxique cocktail, que la perte de 5%, 5 points de QI résulte effectivement de beaucoup plus de handicapés mentaux et handicapés et beaucoup moins de personnes habiles à traiter ce problème. Et d'où le fait que je pense que c'est un problème de société de traiter ces produits à la base. Je me souviens pas des chiffres que je montre. C'est donc beaucoup plus de handicapés mentaux, handicapés et beaucoup moins
de personnes aptes à résoudre les problèmes. Et par 5 points de QI, c'est généralisé c'est une population et c'est assez néfaste. Oui, concernant le QI, je voulais simplement dire que c'est un peu difficile de faire une relation causale claire avec quoi que ce soit. Ça peut être beaucoup de choses qui contribuent à la diminution du QI. Et puis quand même, pour information, le volume du cerveau a réduit plus en 15 000 ans qu'il n'avait augmenté les 100 000 années précédentes. Donc il se passe peut-être quelque chose dans le cerveau qui ne date pas des années 1980, à peu près date à laquelle le QI a baissé. Vous parlez de quoi? De prédate de... Alors on ne peut pas faire de lien étroit entre la masse du cerveau et le QI, mais je signale simplement que la masse du cerveau a régressé depuis à peu près 15 000 ans. Voilà, c'est pour dire que c'est difficile d'interpréter, y compris la cause de la diminution du QI. J'avais juste une question, par contre, vous disiez qu'il n'y a pas d'incompatibilité, en gros, avec la préservation de l'environnement et l'économie. C'est quelque chose qui est très contesté. Et personnellement, je pense que c'est strictement impossible de croître économiquement sans avoir d'impact sur la planète. Oui, mais je suis d'accord. C'est impossible de croître et c'est pour ça qu'on doit remplacer le PIB d'un autre indice, le bonheur ou le Human Development Factor. Yeah. Et, par exemple, l'Équateur et le Singapour sont vraiment très mauvaises dans cette démarche. Oui, de toute façon, dans votre livre, vous montrez bien qu'il n'y a jamais de choses qui ne soient pas plurifactorielles, et donc vous insistez beaucoup. Donc les dépendances directes, je crois que vous les contestez également, vous montrez les influences sur, et d'autre part sur le capitalisme, bien oui, vous en parlez aussi, vous avez commencé votre topo ici sur cela, et c'est aussi la manière dont commence votre livre sur la révolution industrielle, la liaison entre capitaliste et révolution industrielle, et les croissances qui obligatoirement ont des impacts. Et moi, j'aurais tendance, je suis historien des sciences, à faire remonter ça beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que c'est quelque part l'apparition de la science moderne au XVIIe siècle, avec les fondateurs que sont Galilée, Descartes, Francis Bacon, qui portent cette évolution du rapport sur le monde, en même temps que le christianisme par rapport au paganisme. Christianisme par rapport au paganisme, eh bien, c'est le paganisme, les dieux, bon, ils baisouillent, ils sont farceurs, et nous subissons la nature. Christianisme au XVIIe siècle, eh bien, avec Galilée, avec Francis Bacon, avec Descartes, il y a 3 buts qui sont assignés à la science moderne. Le premier but, c'est comprendre le monde en dehors du recours au texte sacré. Et ça, c'est très bien. Comprendre le monde. Où en sommes-nous actuellement pour comprendre le monde ? On essaie de comprendre le monde, mais la science s'est disciplinarisée. Et c'est-à-dire que, quelque part, on a des connaissances discipline par discipline, et on n'a pas forcément des connaissances sur le monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est devenir comme maître et possesseur de la nature. Ça, c'est du Descartes. Comme maître et possesseur de la nature. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la nature pour notre bien et nous l'utilisons comme nous voulons.
C'est Francis Bacon en Angleterre qui est beaucoup plus cru en disant « La nature, c'est une putain, tu la paies, tu la prends comme tu veux. » Bon, no comment. La troisième chose, c'est assurer le progrès. Et le progrès est évidemment conçu pour Galilée et ses successeurs comme étant un progrès intellectuel par rapport à la religion et un progrès matériel. Mais cette quête du progrès matériel, qui est très très inégale dans notre monde et sur notre planète et même dans notre pays, eh bien évidemment des conséquences sur l'environnement que vous détaillez ici très très nettement. Et l'émergence de la science moderne, c'est lié aux mécènes, et les mécènes, c'est des gens qui, comme les Médicis à Florence, sont des commerçants et des banquiers. Oui, oui, exactement. Je ne peux pas mieux dire. Des questions ? Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis désolée, je dois plaider coupable. Je n'ai pas lu votre livre, mais j'aurais effectivement aimé que vous reveniez sur cette histoire de QI que je trouve tout à fait terrifiante. Et je voulais savoir, j'imagine que ce constat d'une baisse, je ne sais pas d'ailleurs si elle est continue ou s'il y a eu, on note une accélération. C'est une accélération depuis le 21e siècle. D'accord. Et deuxièmement, est-ce que quand même il existe des études qui ont essayé d'établir une corrélation entre cette baisse du QI et puis un certain nombre de méfaits liés à la pollution chimique, à la pollution atmosphérique. Si. D'accord. Donc c'est une affaire qui c'est pas juste un constat. C'est documenté. Il y a plusieurs études qui ont démontré que la baisse de QI est, par exemple, le papier qu'on a fait en Science démontrait qu'il y avait une baisse de QI de 2%, de 2 points. Quand la mer utilisait les produits non bio, mais pas que non bio, elle était exposée in utero à des substances différentes. Et comme un collègue avait dit, il n'y a pas de masque contre les perturbateurs endocriniens. Donc toutes ces questions, vous avez les réponses dans l'ouvrage et les précédents aussi de Barbara Domenech. On est obligé d'arrêter puisque il va y avoir d'autres présentations d'ouvrages. Donc son dernier, vous êtes tout excusé de ne pas l'avoir lu parce que il vient de sortir d'une part et j'ai eu du mal à me le procurer. Je ne me le suis procuré que en début de cette semaine. Donc comment les énergies fossiles détruisent notre santé, le climat et la biodiversité chez Odile Jacob. Et je répète que c'est un livre vraiment très bien conçu, à la fois dans son plan, de sa forme et dans son fond, qu'il m'a totalement séduit et que le titre est très restrictif par rapport à son contenu et que quelque part, les éditeurs donnent des titres et j'espère que vous allez pouvoir l'acquérir. Il y a des libraires. Barbara Domenech se tient à votre disposition pour vous les dédicacer et je vous remercie donc de votre présence et de votre intervention. Voilà, merci Barbara.